De nous réunir, enfin c'est lui qui a eu l'idée, c'est Daniel qui envoie cela, de se réunir. L'astrologue, on n'est pas tous sur Montpellier, mais on est 3 dans la région. Todd, il est venu de ces Pyrénées, mais on est dans la même région maintenant, Occitanie, etc., n'est-ce pas? Voilà. Et donc c'est vraiment typiquement Verseau, et c'est vrai que l'astrologie est vraisemblablement la science de l'ère du Verseau. Alors il va falloir qu'elle renaisse, hein, parce qu'elle était tombée assez bas, hein, à la fin de l'ère des Poissons, et donc je pense qu'aujourd'hui on essaye de vous montrer, chacun avec notre coloration, un petit peu nos travaux différents, qu'est-ce que l'astrologie peut apporter comme compréhension du monde. Alors pour ma part, je vais partir du travail que j'ai réalisé pour écrire ce livre, La destinée de la France, qui s'appelle Essai sur une astrologie des civilisations. C'est-à-dire que ma spécialité en fait a été de travailler des liens entre la conscience individuelle et la conscience collective. Quel est le lien entre chacun de nous individus et les groupes et le collectif. Et je travaille particulièrement sur la question des générations aussi. Et donc, si vous voulez, je fais un atelier prochainement à la salle Cobra sur ce sujet d'ailleurs, le lien, quel est le rôle de chaque génération et quel est le rôle de chaque individu, chaque individu dans notre génération. C'est très intéressant parce que depuis l'après-guerre, les générations ont chacune vraiment un travail particulier. Ça, je travaille à la suite de Charles Bouga et Germaine Ollet qui ont travaillé spécialement sur ces questions-là. Donc, j'ai montré dans ce livre justement une cyclicité historique et je vais vous l'expliquer. Donc, qu'est-ce que l'astrologie? Et où est-ce qu'elle se situe dans l'histoire des sciences? En fait, je vais aller assez vite et si vous avez à peine le temps de regarder parce qu'en principe, on devait parler demi-heure chacun. Alors, je vais essayer de tenir le rythme, sinon on n'arrivera pas à entendre d'autres. Et en fait, si vous voulez, ce qu'on peut dire, c'est que l'astrologie se situe est le pendant de l'astronomie. Et au XVIIe siècle, les sciences et leur part de conscience se sont séparées radicalement. Et c'est-à-dire qu'on a séparé l'astronomie de l'astrologie, on a séparé la chimie de l'alchimie, on a séparé la médecine de ce qu'on appelle maintenant les médecines douces, hein, et on a séparé les mathématiques du symbolisme et la physique tout simplement de la métaphysique. Parce que la métaphysique, c'était quand même, ou de la magie, hein, magie. Et en fait, si vous voulez, cette séparation est tragique, qui fait que depuis, je crois, 1666, l'astrologie n'est plus à l'Académie des sciences. Donc elle a été bannie des sciences. Et on lui a laissé la part ésotérique, c'est-à-dire la part intérieure, ce que j'appelle la part conscience. Et que cette séparation a été très intéressante parce qu'elle a amené une explosion des sciences. C'est-à-dire que grâce à cette séparation radicale, il y a eu une explosion des sciences, je l'explique assez dans mon livre, parce que ce n'est pas que la France, hein, c'est tout l'Occident qui a vécu là-dessus. Donc il y a eu un paradigme important, c'est le paradigme de la Renaissance. À la Renaissance, on est rené parce qu'on a opéré une coupure radicale entre la science et certaines parties que j'appelle la partie conscience. Et maintenant, on est en train d'opérer une réunion. Vous comprenez? Et en fait, c'est ça le changement de paradigme. Et quelle est la science qui va nous amener à cette réunion? C'est la physique quantique. Parce que la physique quantique, elle est la seule qui n'est pas uniquement scientifique, puisqu'elle nous dit que tout sujet, c'est-à-dire la part ésotérique et la part conscience, tout sujet va changer ce qu'il observe. Et donc, par chance, la physique quantique met en échec les sciences. Et donc, elle nous oblige à réunifier notre vision. Et donc, l'astrologie, vous voyez, elle est bien embêtée d'être là toute seule, séparée de l'astronomie. Or on pourrait vous dire que chacun de nous, on est obligé, je ne dirais pas qu'on est des astronomes, mais on connaît l'astronomie, parce que si on ne connaît pas l'astronomie, on ne peut pas faire l'astrologie. Tandis que les astronomes, ils ne connaissent pas l'astrologie, et ils en parlent sans la connaître.
nous, on ne parle pas sans connaître l'astronomie. Donc, en quelque sorte, cette partie-là inclut celle-là, alors que la partie science exclut. Or, l'ère du Verseau, ça va être une ère d'inclusivité et non pas d'exclusivité. L'ère des Poissons, ça a été une ère vraiment séparative où on a séparé radicalement les choses. Et en fait, l'astrologie dit que l'homme est à la mesure de toutes choses et qu'il fait le lien entre l'univers, enfin, si vous voulez, il est à la mesure de toutes choses et qu'il fait le lien entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Hein, ça, c'est la fameuse image de Nancy. Et l'astrologie, elle est donc une science de la conscience, elle a trois composantes. Si vous voulez, on passe d'un dualisme, d'une séparation en deux à une triplicité maintenant. On met en haut l'astrologie, comprend la symbolique. Hein. Daniel vous a expliqué toute la symbolique du Verseau avec Uranus. L'astrologie comprend la science des cycles. Ça, c'est de l'astronomie pure. Quand on travaille, Daniel qui développe les logiciels astrologiques, il travaille avec les éphémérides de la NASA, les éphémérides qui sont purement scientifiques. Et donc, la science des cycles, c'est de la science. Et le symbolisme, c'est de la philosophie métaphysique, en quelque sorte. Et au milieu, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a l'âme, il y a la conscience. Et donc, il y a l'homme, il y a l'humain, ce que je voulais vous montrer, au milieu, c'est nous, comme conscience, observant l'univers et observant l'intérieur de nous. Et donc, l'astrologie a trois dimensions. Donc, les cycles, ça c'est un schéma très bélé, très théosophique. Hein. C'est-à-dire la théosophie nous enseigne la science des triangles et on étudie vraiment toujours les trois parties. Donc vous savez, ces hommes politiques qui raisonnent toujours premièrement, deuxièmement, troisièmement, ils n'ont pas tort parce qu'on devrait toujours penser à un troisième terme. Quand on pense en deux termes, il faut toujours chercher quel est celui qui manque. Il faut trouver le troisième. Et l'astrologie, donc c'est des cycles, c'est une observation, une conscience et des principes. C'est pour ça que l'astrologie, elle est ni bonne ni mauvaise, elle dépend des astrologues, de la conscience des astrologues qui en parlent. Voilà, c'est tout. Donc on se sent en affinité ou pas, mais on ne peut pas dire que l'astrologie est bonne ou mauvaise, elle est relative aux consciences qui l'éclairent. Parce que ou qui la modifient, vous comprenez? Voilà. Alors, quelle période vivons-nous? Ben là, maintenant, je roule sur du velours parce qu'il nous a expliqué quand même. Donc, je vais essayer juste de résumer. Il vous a parlé de la précession des équinoxes. D'ailleurs, je voulais vous faire remarquer qu'en ce moment, nous pointons sur l'étoile polaire, et dans 13 000 ans, nous pointerons sur l'étoile Vega. Alors, Daniel, il s'appelle Vega. Hein. À mon avis, il prépare ça. Bon, alors je ne vous parle plus de précession, mais il nous a parlé de l'âge d'or, et c'est vrai qu'il y a une prophétie il y a les prophéties d'Isaïe, il y a le Satya Yuga qui nous parle des différences, et je voulais revenir là-dessus parce que l'astrologue qui nous est cher à toutes, Émeraude et à moi, et qui est Charles Vouga, nous travaillons dans cet esprit-là, il disait toujours, le Verseau sera là quand le loup ira à la rivière avec l'agneau. Et ça, c'était vraiment dans la prophétie d'Isaïe. Hein. Et donc, le loup séjournera avec l'agneau et la panthère s'accroupira avec le chevreau. C'est beau, hein? Donc, c'est une ère de paix, vous voyez, donc un âge d'or qui est prévu. Alors, d'ailleurs, donc j'avance. Donc, quelle est la période que nous vivons? Eh bien, nous sommes entre deux mondes. Le monde des poissons et le monde du Verseau. Et ce qui se passe, c'est que quand on est entre deux mondes et quand on est entre deux paradigmes, c'est que les anciennes valeurs n'opèrent plus, les nouvelles ne sont pas encore là. Et vous savez qu'il y a maintenant, on commence à nous dire, quand on n'a pas une réponse à une question, c'est qu'il faut reformuler la question. En fait, toutes nos questions sont mauvaises actuellement. Nous posons, quand on dit qu'il n'y a pas de croissance économique, c'est pour ça qu'on a des problèmes, c'est la question qui est mauvaise. Quelle est la croissance? Il faut poser les questions autrement. Donc, en ce moment aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait qu'il y a 20 à 25% de personnes qui sont éveillées au Verseau, donc une personne sur 5, hein, dont vous êtes, sinon vous ne seriez pas là, vous seriez vraiment ailleurs, vous iriez dans une boîte ou des choses comme ça, et en fait, une personne sur 5, c'est quand même pas mal. Simplement, on n'a pas de repère pour se reconnecter, se reconnaître.
Mais grâce à Internet et etc., aux communications nouvelles, peu à peu on se reconnecte. Alors ce qu'il faut savoir, vous avez qu'à vous regarder la salle, c'est que parmi ces 25%, 66% sont des femmes. Vous avez qu'à regarder la salle. Je crois qu'il n'y a même pas les 24% d'hommes. Mais bon, voilà. C'est pour ça c'est très difficile. Mais c'est en train de changer. Hein. C'est en train de changer. Mais parce que le Verseau est plus... Tu as dit que le Verseau était masculin, mais il est perceptible par de l'intuition. Et donc, c'est les femmes les premières qui osent répondre à leur intuition. Tandis que les hommes, ils ont une formation et un ADN qui les pousse plutôt à aller de l'avant et à plus tardivement écouter leur intuition. Donc c'est pas une critique. Hein. Alors donc le projet de Schacker, je trouve, je reprends un peu certaines choses, mais je vais aller donc plus vite. Et si vous voulez, l'ère des poissons, en fait, il nous a dit que c'était le rayon 6, le rayon idéalisme. Et en fait, le but de l'ère des poissons, c'était que chaque individu, parce que c'est bien Mercure qui a mis vraiment la présence, quelque part, puisqu'il est maître de toute cette croix mutable, l'ère des poissons, l'objectif, c'était d'acquérir une conscience individuelle. C'était que, après l'ère du bélier, où les êtres humains avaient une conscience tribale, hein, de leur tribu, de leur troupeau, dans le poisson, il fallait arriver à une conscience individuelle, et c'est déjà un petit peu ce que le Christ nous annonçait, c'est-à-dire il fallait être soi-même et quitter son père et sa mère pour devenir un individu. Tu quitteras ton père et ta mère, tu vas devenir un individu. Donc l'ère des poissons, c'est acquérir une conscience individuelle. Le problème de la conscience individuelle, c'est que elle nous permet de dire je, mais c'est vraiment du Descartes, quoi. Je pense donc je suis, et moi, je suis le centre du monde. Et on oublie qu'il y a les autres consciences. Et donc la première chose quand on crée une conscience individuelle, c'est qu'on exclut tout le monde. Une fois qu'on a acquis une conscience individuelle, il faut s'ouvrir à une autre conscience collective, et c'est le but de l'ère du Verseau. Donc inclure, c'est-à-dire la conscience individuelle, elle exclut. Quand c'est le mental, comme nous montrait Daniel tout à l'heure, le passage entre le mental et l'amour, c'est l'endroit où on ne se prend pas pour le centre du monde et on ne projette pas que ce qu'on pense est la vérité absolue, mais où on s'ouvre à d'autres vérités que la sienne. Et l'ère du Verseau, c'est ça. Donc l'ère du Verseau, c'est de former une humanité unie, fraternelle, et donc qui est une unité dans une sorte de diversité. Ça, c'est le lion Verseau. C'est-à-dire une unité Verseau qui réunit les différents petits lions qui ne se prennent pas pour les seuls lions du zoo, quoi, en quelque sorte. Et donc là, c'est toute la difficulté. Alors, dans mon livre « Dessiné de la France », si vous voulez, j'ai montré que chaque ère a un événement source. Et si l'événement source de l'ère des poissons, c'était le christianisme, Daniel nous en a parlé, et selon moi, l'événement source du Verseau, c'est les droits de l'homme. Et Michelet déjà appelait les droits de l'homme, il appelait ça le credo du nouvel âge. Je me suis dit, il a dû connaître Blavatsky, mais non, ils n'étaient pas contemporains tout à fait. Mais Michelet était un très très grand historien français qui avait des intuitions géniales. Alors donc, dans la cyclicité, je vous ai dit que j'allais vous parler de cyclicité. Et donc, j'ai travaillé avec un mathématicien, d'ailleurs un ingénieur en aérospatial à Toulouse. Et donc, pour voir qu'est-ce que donnait la courbe de Pluton et Neptune. Parce qu'on a les 2160 ans lunaire, mais on peut les planètes Pluton, Neptune et Uranus, qui sont des planètes qui ont une longue durée, on peut les mettre en courbe. Et si déjà on met des courbes Pluton et Neptune, on a 4 cycles et 5 cycles de 500 ans qui répartissent toute l'ère du Verseau. Donc on a moins 83, tu vois, ça retombe un peu, ça pourrait être le début hein, de l'ère du christianisme. Et donc on a toutes ces courbes-là. Et j'ai, en quelque sorte, si vous voulez, j'ai beaucoup travaillé pour la France sur ces périodes-là et pour montrer où on en est et comment on se situe au niveau du cycle. Si vous voulez, nous travaillons maintenant, les nouveaux astrologues, si je puis dire, avec ces planètes Pluton, Neptune, Uranus, qui sont des planètes qu'on appelle transpersonnelles. Et en quelque sorte, la planète Neptune représente un peu le supraconscient, ce qui nous vient d'en haut. La planète Pluton en bas représente le subconscient.
Et en fait, il y a des courants continus entre des énergies du ciel et des énergies de la Terre. Hein. L'astrologie, c'est une cosmobiologie, c'est une cosmogonie. Hein. Vous voyez, c'est des liens entre les énergies du ciel et de la Terre. Les énergies du ciel descendent, les énergies de la Terre remontent, elles se croisent, elles se marient. Et au milieu, elles construisent Uranus, c'est-à-dire du transconscient, ou du transconscient, c'est-à-dire une conscience qui peu à peu imprègne les êtres. Vous voyez ça? Et d'ailleurs, Uranus se dessine, le Verseau se dessine des ondes, hein, donc c'est du transconscient. Et c'est pour ça que quand on marie ces trois, les cycles de ces trois planètes vont nous montrer comment une intelligence supérieure, un supraconscient descend sur la Terre, comment la Terre l'intègre, le distille, en fait quelque chose, et pour amener un transconscient. Et donc, en fait, je vous parlais de cycles, des différents cycles de Pluton-Neptune. Là, je vous le montre avec Uranus, non seulement Pluton-Neptune, mais aussi avec Uranus. Et j'ai étudié cette partie de 1399 à 1892, qui nous montre que chaque fois, il y a des paliers de 150 ans, où il faut du temps pour changer de paradigme, parce qu'à chaque début de cycle de 500 ans, on change de paradigme. Et là, si vous voulez, on a changé totalement de paradigme à la Renaissance, on a laissé partir toutes les valeurs du Moyen-Âge, et on a commencé à créer des nouvelles valeurs qui se sont développées. Et en 1644-48, on a la naissance de Newton, et par conséquent, il est au pic de cette ère-là, c'est-à-dire c'est la physique newtonienne, hein, sur laquelle on est encore. Et ensuite, c'est descendu dans une autre courbe là où ça a mariné pendant un siècle, c'était le siècle des Lumières. C'est la courbe verte, vous voyez ce que je veux dire là? Je vous parle de cette courbe verte là, vous voyez? Je n'ai pas le temps de vous parler des autres cycles évidemment, hein, mais je vous donne une perspective globale. Et donc, ce siècle des Lumières a abouti à la Révolution française. Et là, alors à l'époque, je n'avais pas lu Aurobindo, ce livre d'Aurobindo sur la Révolution française que Toth m'a recommandé chaudement, et en fait, je faisais de l'Aurobindo sans le savoir. Hein, mais bon, j'avais retrouvé un peu ce qui... Mais il le dit tellement bien, il le dit mieux que moi. Et si vous achetez mon livre, je ne cite pas Aurobindo encore parce que je ne l'avais pas lu celui-là. Il nous dit que cet Europapays qu'est la France ne fit pas ses premiers pas vers le progrès grâce à quelque expansion décente et méthodique, mais bien par une purification par le feu et par le sang. Ce ne fut pas une assemblée de citoyens respectables, mais l'immense prolétariat ignorant qui émergea à peine d'une apathie prolongée, liquida en 5 années terribles l'oppression accumulée de 13 siècles. Et ça, je veux dire, mais ça vaut de l'or, en une phrase. Moi, j'ai ramé longtemps pour travailler sur la Révolution française. Si j'avais eu ça, j'aurais peut-être pas fait le travail, du coup. Parce que je me serais dit, il a déjà trouvé, c'est pas la peine de chercher. Mais vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a des émergences elles sont toujours brutales, rapides. Il faut que Pluton détruise ce qui n'est plus conforme. Et c'est toujours violent, parce que c'est le rôle de Pluton, détruire ce qui n'est plus conforme, pour amener, comme une relation thermonucléaire, hein, pour faire sortir la lumière et l'énergie de l'atome, l'énergie qui est emprisonnée à l'intérieur de la forme ancienne. Donc Aurobindo voit la Révolution française comme ça, et c'est aussi comme ça que je la vois en fait, hein, avec 4 grands personnages, Mirabeau l'initiateur, Danton l'inspirateur, Robespierre l'exécuteur, on devrait le mettre entre guillemets, et Napoléon le réalisateur. Et ça, si vous voulez, c'est une vision effectivement supraconsciente de l'histoire. Hein, c'est une vision, c'est ce que j'ai essayé aussi de faire dans mon livre, et j'ai à peu près dégagé cela, c'est-à-dire que pour moi, Napoléon a été celui qui a semé les idées de la Révolution en Europe. Il les a semées pendant toute son épopée impériale, et ensuite il a fallu 1,5 siècle d'incubation européenne avant que tous les empires européens explosent avec la guerre de 14. C'est-à-dire la guerre de 14 a fait imploser tous les empires européens. Mais c'est parce que les idées de la Révolution française étaient en train d'infuser en Europe, n'est-ce pas? Donc la Révolution française est devenue le point de départ de la démocratie européenne.
et elle a coloré tout l'esprit européen. Alors évidemment, vous connaissez les droits de l'homme, et Michelet appelait ça le credo du nouvel âge. Le nouvel âge, c'est l'âge du Verseau. Et quand j'ai vu ça, j'avais eu des frissons pendant plusieurs heures, quand j'ai vu qu'il appelait le credo du nouvel âge. Et en fait, tu disais tout à l'heure quelle est la religion, tu parles de la franc-maçonnerie, moi je trouve que c'est trop réducteur. La franc-maçonnerie est une forme intermédiaire, si tu veux, d'une religion de l'humanité, et Aurobindo, il en parle, et je trouve, tu vois, ça nous donne un peu plus de perspective. Parce qu'il dit que le but de la religion de l'humanité, c'est formulé au XVIIIe siècle et qu'il s'exprime à travers les trois idées sœurs dont tu as parlé tout à l'heure, effectivement, liberté, égalité, fraternité. Donc pour moi, si vous voulez, l'événement source, c'est ça, et c'est pour ça que la France a un rôle particulier dans le monde. Elle a un rôle d'éveilleur à l'ère du Verseau. Et je montre que ces valeurs de liberté, égalité, fraternité n'étaient autres que les valeurs du christianisme qui avaient été annoncées par le Christ, des valeurs d'amour, que la France a fait descendre à séculariser dans les lois sociales, tout en mettant la religion à l'extérieur de la sphère commune. Vous voyez ce que c'est-à-dire en renvoyant la religion à la sphère privée, chacun a le droit d'être relié à son Dieu comme il veut, mais les valeurs communes de fraternité, etc., de liberté, d'égalité, en fait, elle les a fait rentrer dans la sphère. Donc ça nous fait voir la laïcité d'une autre manière. Hein. Pourquoi la France est un grand pays des droits de l'homme parce qu'aussi elle a amené la laïcité, c'est-à-dire on renvoie la croyance à l'espace privé. Chacun a le droit de croire ce qu'il veut, mais qui viennent pas emmerder les autres au niveau commun. Par contre, on garde des valeurs de fraternité et d'égalité et d'équité, d'amour. Vous comprenez? Voilà. Et Aurobindo dit, on n'a pas compris ça, aucun arrêt, on n'a pas vraiment conquis ni la liberté, ni l'égalité, ni la fraternité. Et c'est que c'est encore un échec parce que, si vous voulez, cette idée-là est tellement nouvelle. C'est de l'amour, en fait. C'est ce qu'annonçait les Jésus. Jésus, en fait, le Christ, il a commencé l'ère des poissons, mais il a annoncé le Verseau. Puisqu'il a parlé, aimez-vous les uns les autres. Il l'a annoncé, et la Révolution française, en quelque sorte, l'a fait descendre dans le social. Vous voyez ça? Alors ça, si on dit que la France a fait descendre une religion dans le social, on aura du mal, parce qu'on a encore une idée séparative qu'on a exclu la religion. On ne l'a pas exclue, on l'a intégrée d'une autre manière. Donc c'est assez... Voilà, là nous sommes donc dans cette période analogique à la Renaissance, et on a commencé un nouveau cycle en 1892, et je pense que c'est le cycle dans lequel va émerger l'ère du Verseau. Hein. C'est-à-dire que depuis 1892, on a commencé un nouveau cycle Pluton-Neptune, et on est dans une période analogique à la Renaissance. Or la Renaissance, il a fallu 150 ans pour intégrer, quand on appelle ça la révolution copernicienne, hein, vous avez entendu parler. Et bien plus tard, on parlera de la révolution de la conscience ou de la connaissance. Je ne sais pas quel est l'homme ou la femme, peut-être, qu'on mettra en avant pour en parler. Là, on mettait Copernic à la Renaissance. Ici, si vous voulez, qu'est-ce qui s'est passé depuis 1939? Bon, ben on sait, hein. Pluton était dans le Lion, justement, quand il y a eu tous ces fascismes. Et depuis 1939 jusqu'à 2039, selon mon hypothèse, l'ère du Verseau infuse. C'est-à-dire qu'on est dans un bain Verseau, mais on ne le reconnaît pas. On est complètement identifié au bain, on ne comprend pas dans quoi on est, on n'a pas fait la séparation du bon grain de l'ivraie, donc on est en crise. À la Renaissance, ça a été les plus grandes périodes de crise, et terriblement, la plupart des gens l'ont vécu très douloureusement. Et à ce moment-là, il y avait des éditeurs tous les jours qui finissaient brûlés sur un bûcher à Paris, hein, pendant la Renaissance, parce qu'ils diffusaient des idées qui étaient contraires à ce que la Sorbonne avait préconisé par rapport à la religion. Ben, c'est Calvin, c'est tout ça. Hein. Donc la Renaissance, il y a eu toutes ces guerres-là. Et on a quitté à la Renaissance, on est arrivé aux religions du livre en disant mais on n'a plus besoin de pape ou de quelqu'un qui nous dit comment on doit comprendre nos croyances, on a le livre. Et maintenant,
ben on les jette même les livres. On n'a plus besoin de livres, on n'a plus besoin de prêtres, on n'a plus besoin de livres. On peut directement recevoir chacun sa croyance. Et donc vous voyez, peu à peu, autant on avait à ce moment-là l'imprimerie à la Renaissance, maintenant on a Internet. Et donc on se relie par communauté d'esprit, par niveau de conscience en quelque sorte. Voilà. Et donc on est dans cette période extrêmement intéressante qui, au niveau historique, je voudrais quand même rappeler, au niveau historique, ça nous a amené en 39-45, la France a eu j'ai pas le temps de m'étaler, mais je reste sur les symboles. Elle a joué un rôle très particulier parce que l'Union soviétique a perdu 20 millions de personnes dans sa lutte contre le nazisme, la France très peu de morts, mais beaucoup de ravages moraux, si je puis dire, hein, puisqu'il y a eu pas mal de collaborations. Et donc on peut dire que face aux ravages moraux de la collaboration, il y avait la lumière de la résistance, et en particulier amenée par De Gaulle, avec ce symbole important quand même pour nous qui sommes astrologues. La croix de Lorraine, en fait, si vous voulez, c'est la croix de l'existence, là d'abord, et en haut, c'est le chakra du cœur, c'est la croix fixe. La croix de Lorraine, elle symbolise la croix fixe. Donc voilà encore un autre symbole de l'ère du Verseau. Et comme par hasard, De Gaulle, il a été nous trouver ce symbole. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est là dans une symbolique de, comment dirais-je, du Verseau, la croix fixe. Il y a eu à ce moment-là, effectivement, tout le programme du Conseil national de la résistance, et depuis on est en train d'en rabattre sur les acquis sociaux de ce programme. Et il est intéressant d'y revenir pour comprendre ce qu'il a amené. Ça faisait partie de tout ce qui a été travaillé à ce moment-là par les résistants et les êtres les plus avancés dans les consciences françaises quand même. Et on dirait qu'il ne veut plus. C'est pour ça que Stéphane Hessel, alors c'est amusant parce que Stéphane Hessel, il est édité par un éditeur de Montpellier. Et si vous vous rappelez, je pense que Jean Moulin a aussi une relation très proche avec notre région. Sa photo historique a été prise à des arceaux, hein, oui. Et donc, si vous voulez, et celle, comme par hasard, c'est cette petite maison d'édition indigène de Montpellier qui a fait fortune depuis et qui le mérite vraiment, avec son petit opuscule « Indignez-vous » où il nous renvoyait sur ces valeurs-là. Donc, je parlais des droits de l'homme de la Révolution française, et en 1945, nous avons eu la déclaration. Je vous montre ce qui se passe dans cette infusion de l'ère du Verseau. Il y a eu la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont Stéphane Hessel en a fait partie. Et Stéphane Hessel, son opuscule, il est fait sur deux choses, le programme du Conseil national de la résistance et la charte des droits de l'homme de l'ONU. Donc là, on est dans la religion du Verseau, vous voyez. La religion, on sent d'être relié sans intermédiaire, avec juste une religion. C'est en train de rentrer dans l'humanité. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on dit, si vous voulez, c'est que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, on ne parle plus de raison seulement comme au siècle des Lumières, on dit que les hommes sont doués de raison et de conscience. Et donc là, il y a une évolution depuis, si vous voulez, avec l'être humain étant évolué, et qui doit travailler dans un esprit de fraternité avec les autres humains. Si vous voulez, qu'est-ce qui se passe dans ces changements? À la Renaissance, on sait ce qui s'est passé. Nous, qu'est-ce qui se passe? Mais on est en train de complètement... On a découvert la relativité, on a découvert l'énergie thermonucléaire, on a découvert l'univers, et on a découvert la physique quantique aussi. Ensuite, depuis 1996, on sait que l'univers a un centre, que notre galaxie a un centre et un trou noir au centre. Depuis 1996 aussi, c'est à peu près le moment où Internet s'est lancé. Donc, comme le disait Daniel tout à l'heure, on est tous interconnectés, il y a une espèce de grand cerveau planétaire. Hein, donc, c'est l'homme Verseau qui s'incarne à travers ce grand cerveau planétaire. Mais comme toujours, ce qui s'incarne d'abord, on voit d'abord le plus trivial et le plus bas, si je puis dire. Mais le plus haut aussi est en train d'avancer quand même. Mais on ne voit d'abord que le plus bas. C'est comme la mondialisation économique, c'est la mondialisation matérialiste d'abord qui arrive avant une mondialisation plus spirituelle.
Et puis il y a eu toutes les égalités hommes-femmes, et donc le nouveau paradigme, il est vraiment en train, de descendre en fait, si vous voulez. On est en train d'incarner. Tu vas m'aider alors. On va vite. Donc quelle crise on vit? Ben, le changement d'air, et en plus on est, il est quelle heure? Je n'irai pas dans le détail, mais on est dans cette période de début de cycle Pluton-Neptune, et je ne vais pas rentrer dans Uranus-Pluton. Mais en même temps, vous voyez, il se passe au milieu dans cette période-là, qu'il y a eu 2 autres cycles, Pluton-Uranus et Uranus-Neptune, qui ont commencé, qui sont aussi des cycles d'évolution de la conscience. Et 66, vous savez, c'est les années 60, les 60s, hein, faisons la paix, pas la guerre. Et puis toute cette évolution assez extraordinaire, et en France quand même mai 68, hein, qui n'est pas renvoyé au passé, mais qui n'est pas encore totalement incarné. Et puis en 93, nous avons 2 choses qui sont... Il y avait les accords d'Oslo, voilà, en ce moment, comme ce dirigeant israélien Shimon Peres vient de mourir, ça nous rappelle que 93, c'était les accords d'Oslo. Espérons qu'ils vont renaître, parce que c'est un cycle qui est assez long, hein, mais bon, ils n'arrivent pas à décoller, les accords d'Oslo. Et 93, c'est l'Europe qui n'arrive pas à décoller non plus. Parce que l'Europe, elle est d'abord économique, et donc elle est totalement alourdie par les concepts matérialistes de l'économie et de la finance, le Scorpion. La partie la plus basse du Scorpion, mais il y a une partie élevée du Scorpion qui est une conscience supérieure. Hein. Donc elle va peut-être arriver. C'est-à-dire qu'on a fait l'Europe de la matérialiste, mais pas l'Europe du peuple. Donc ça c'est 68, tu peux avancer. Et création d'Euroville, tu en parleras peut-être tout à l'heure, je ne sais pas. Et donc c'est ce cycle de 138 ans d'Uranus-Pluton. Si vous voulez, on vit en ce moment, de 2012 à 2015, la première crise de ce cycle Uranus-Pluton. C'est-à-dire qu'il y a une lutte entre ce qui est sombre et ce qui est lumineux, et la lumière, peu à peu, comme à travers le film Demain, commence à émerger au milieu de tout un ensemble de cacophonies ténébreuses où on nous dit mais il faut la croissance, il faut la croissance. Vous voyez, la croissance est un terme de Jupiter, alors c'est intéressant, mais si Jupiter continue, ça peut être la grenouille qui veut se faire un plus grosse que le bœuf, hein, Jupiter aussi. Donc s'il n'y a pas Saturne, parce qu'après Jupiter il y a Saturne, et puis Uranus. Et Uranus se partage. Et Uranus qui veut partager à tout le monde. Donc Jupiter qui veut grossir que pour lui-même, c'est pas le bon truc. On avance pour conclure. Et là j'ai repris le même dessin. En fait, si vous voulez, pourquoi il se passe ces événements en France, pourquoi la France est tellement visée en ce moment, parce que comme elle est en quelque sorte la patrie des droits de l'homme, les gens qui ne se sentent pas inclus dans notre monde, qui se sentent exclus de notre monde, ils se rappellent à nous et ils nous disent « Vous êtes la patrie des droits de l'homme, pourquoi vous nous excluez ?» Et donc, pourquoi séparer le monde, et pourquoi on a été amené la guerre en fait à l'extérieur. Après la guerre européenne, on a amené la guerre en Orient. Hein. Tous les Occidentaux sont là-bas en train de lancer des bombes sur tout le monde, et puis on ne sait plus très bien où on en est, sauf qu'on reçoit ces pauvres gens qui sont complètement... En fait, à ce moment, si vous voulez, ce qui se passe en Syrie, c'est comment dirais-je, c'est une atteinte... Je cherche le terme, c'est... Génocide. Hein? C'est un génocide. Ben, c'est un génocide. Et puis c'est plus du tout dans les droits humains qu'on tue les gens, on bombarde des hôpitaux, etc. Donc on peut comprendre que, et dans cette idée je suis Charlie, ça donnait une idée collective. Je suis Charlie, tu peux aller au suivant. Et vous voyez cette idée peu à peu qui s'imprègne, donc le 13 novembre ensuite, le 22 mars en Belgique. Hein. Et puis là, Nuit debout maintenant qui arrive. Donc vous voyez, peu à peu, il y a une évolution de la conscience, et toujours la France est où viser, où elle a un rôle, et donc à chacun de nous d'essayer dans notre environnement de respecter ces valeurs nouvelles et de les respecter déjà en nous-mêmes.
Et donc les perspectives, eh ben, elles sont, on ne sait pas, est-ce que c'est des perspectives, moi j'aime bien ce que dit Frédéric Lordon, il a beaucoup travaillé avec Nuit debout, et il dit qu'il serait intéressant d'écrire une nouvelle constitution, parce que d'une république sociale, pour se libérer des puissances privées et du capital, alors là c'est à très très long terme, très très long terme. Alors je ne sais pas si on y arrivera rapidement. Et il dit qu'il ne revendique pas, si tu permets, il dit ne pas revendiquer, parce que c'est réactif, mais agir et affirmer, et ça c'est le paradigme du Verseau. Revendiquer c'est les poissons, l'idéalisme, et affirmer c'est le Verseau. Et je crois qu'on pourra s'arrêter là. Alors je termine là-dessus. C'est une prophétie d'Alice Bellé qui, dans La destinée des nations, dit que la France a comme rôle de révéler au monde scientifiquement le fait de l'existence de l'âme. Alors la France a fait descendre les lois de l'âme avec la fameuse trilogie liberté, égalité, fraternité, mais est-ce qu'elle va pouvoir scientifiquement prouver l'existence de l'âme? Eh bien, on s'y met là. Je ne sais pas si certains ici viennent à certaines soirées à Ménat. Il y en a qui sont venus à Ménat, non? Elle-même, elle a un modèle de guérison qui est proche, qui commence à donner un modèle de l'âme. Il y a un modèle de l'âme qui peu à peu va peut-être, scientifiquement prouvé, être montré. Donc, prouver au monde le fait de l'âme, voilà ce que la France doit faire. Et donc vous voyez, si vous vous rappelez ce que Daniel nous a dit tout à l'heure, à partir du moment où on arrive à la connaissance de l'âme, il n'y a pas de séparation entre les âmes. Autant il y a une séparation entre les individus, autant entre les âmes, il n'y a pas de séparation. Alors je souhaite à chacun de nous d'œuvrer à ce nouveau monde. Merci.